Pour cette soirée, je vais me présenter brièvement. Ensuite, je vous parlerai de ce qu'on appelle la psychologie énergétique. Je vous expliquerai ce que c'est que l'EFT. Et on fera des démos, on va faire des exercices, on va un peu tous participer et j'espère qu'on s'amusera au moins autant que la première fois. Contrairement à la première fois, on terminera également à 21h30, puisque j'avais compris qu'il fallait s'arrêter à 21h, et donc il y a quelques personnes qui étaient un peu frustrées et qui me l'ont fait savoir. Donc désolé pour ceux qui étaient là la première fois, ça durera bien jusqu'à 21h30 ce soir. Alors, personnellement, j'ai rencontré l'EFT dans les années 2004-2005, après avoir fait une formation à l'hypnose ericksonienne. Je crois qu'il y a pas mal d'hypnothérapeutes parmi vous. Qui est hypnothérapeute ou en cours de formation? D'accord, quand même une grande majorité. Ok. Donc j'ai démarré, après avoir fait mon maître Pratt, je me suis installé en cabinet sur Lyon. Et puis, comme bon nombre d'entre vous, je suis un peu assoiffé de formation. Donc, après avoir commencé à pratiquer avec cet outil magnifique qu'est l'hypnose, je me suis intéressé à d'autres techniques. Et notamment à l'époque, en 2003, en fait, David Servan-Schreiber avait sorti un livre qui s'appelle « Guérir le stress et l'anxiété » sans médicaments ni psychothérapie. Et comme il parlait dès le départ de la cohérence cardiaque, j'ai fait une première formation en cohérence cardiaque. Ensuite, il parlait de l'EMDR, ce qui m'a intéressé également. Et au cours de cette formation EMDR, on a abordé l'EFT. En fin de formation, on a eu une initiation à l'EFT. Pour être tout à fait honnête, au moment où j'ai eu cette formation, j'ai eu un petit mouvement de recul. Je ne me voyais pas trop pratiquer ça. Déjà que l'hypnose a une réputation des fois un peu fumeuse. Je me suis dit, si je commence à faire chantonner les patients et se les faire tapoter de partout, ça va pas le faire, quoi. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer des médecins, des psychologues, des psychiatres, qui, eux, l'utilisaient dans un contexte d'institution psychiatrique, avec des résultats, quand ils m'en parlaient, je ne croyais pas mes oreilles. Donc, je me suis reformé à nouveau, et j'ai commencé à pratiquer en complément de l'hypnose. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment deux outils qui étaient parfaitement complémentaires. L'hypnose, on va s'orienter plus sur la solution et l'EFT, on va s'orienter plus sur le problème, et que ça permettait de passer de l'un à l'autre, voire même de mixer l'un et l'autre, c'est-à-dire de faire de l'EFT dans une séance d'hypnose ou de rajouter de l'hypnose dans une séance d'EFT. J'y reviendrai tout à l'heure. Si vous avez des questions aussi, vous pourrez me les poser parce qu'on prendra au moins une demi-heure de questions-réponses à la fin. Et l'outil en tant que tel m'a vraiment énormément intéressé, donc j'ai approfondi un petit peu la question. Je suis allé me former avec certains amis belges qui m'avaient également formé et initié à cette technique aux États-Unis. Et aux États-Unis, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait le côté clinique manquait un peu, qu'on avait plein de questions et qu'on n'obtenait pas forcément les réponses, que les questions, enfin, les réponses à nos questions étaient centrées sur l'énergétique uniquement, et il nous semblait qu'il manquait quelque chose. Donc on a peaufiné, approfondi, fait des recherches, et puis on a adapté, on a fait un peu évoluer l'EFT. Donc c'est cet EFT que j'enseigne ici à l'Arche, en complément de l'hypnose. Et on fait souvent des passerelles, puisque il faut dire que la plupart des personnes qui viennent se former connaissent déjà l'hypnose. Alors, c'était complètement vrai au départ, c'est-à-dire que toutes les personnes qui venaient en formation étaient déjà formées à l'hypnose. Et maintenant, on a des gens qui viennent se former à l'EFT et qui ensuite se forment à l'hypnose. Donc il y a des échanges dans les deux domaines. Alors, l'EFT, ça veut dire d'abord Emotional Freedom Technique, en français, technique de libération émotionnelle. Technique au pluriel, parce qu'il y en a effectivement plusieurs. Et cet outil thérapeutique fait partie de ce qu'on appelle la psychologie énergétique. La psychologie énergétique, c'est un courant relativement récent de la psychologie, qui est apparu dans les années, on va dire, 80-90. Et pourquoi on appelle ça énergétique? Parce qu'en fait, ça regroupe l'ensemble des techniques qui vont traiter
avec le biochamp des personnes. Donc aussi bien avec les méridiens, donc ça nous vient de la Chine, qu'avec les chakras, ça nous vient de l'Inde. Et il y a à peu près une trentaine de techniques qui font partie de ce qu'on appelle la psychologie énergétique clinique. La psychologie énergétique clinique, c'est autre chose. Ces techniques sont apparues en France relativement tardivement par rapport aux États-Unis. C'est dans les début des années 2000 qu'il y a quelques stages qui ont commencé à apparaître. Alors, l'énergie, ça semble un peu bizarre parce qu'on ne le voit pas. Et donc, il n'y a pas de preuve scientifique que les méridiens existent. Donc, il y a beaucoup d'articles ou de personnes qui disent ce n'est pas prouvé scientifiquement, donc circuler, il n'y a rien à voir. Il faut quand même noter qu'il y a un quart de la population mondiale qui se sert de l'énergie principalement comme technique préventive. Et l'utilisation de l'EFT découle en fait d'une première technique qui s'appelle la thérapie du champ mental. La thérapie du champ mental a été découverte par une personne qui s'appelle Roger Callahan, qui est psychologue, psychothérapeute, et qui travaillait avec une personne du nom de Mary. Et Mary était une phobique de l'eau, mais à un niveau absolument extrême. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas rentrer dans un jardin public s'il y avait une fontaine. Chez elle, elle pouvait à peine prendre une douche. Enfin, c'est tout un rituel particulier. Il fallait vraiment un petit filet d'eau. Il ne fallait surtout pas que l'eau vienne dans l'eau. Et ce qu'elle ne pouvait surtout pas faire, c'était rouler le long de l'autoroute en Californie qui longe l'océan, parce que l'océan, c'était vraiment l'objet de sa phobie maximale. Et ça faisait 1 an qu'elle travaillait avec Roger Callahan. Et en fait, le pauvre Roger, lui, il avait été formé à plein de choses, l'hypnose, les TCC, plein de thérapies différentes. Et il utilisait la thérapie par l'exposition pour travailler avec elle. Alors comment il faisait ? Il a son cabinet chez lui, avec sa piscine, et il avait mis Mary à 50 mètres de la piscine, et il la faisait se rapprocher progressivement de la piscine. Alors progressivement, en 1 an et demi, il avait dû arriver à gagner 2 mètres. Donc vous imaginez et son désarroi et celui de sa patiente. Et un jour, elle lui dit « Écoutez, docteur, là, je me sens vraiment pas bien, ça brasse dans mon ventre. » Et entre-temps, lui s'était formé à la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, il sait que juste là, en dessous des yeux, il y a le départ du méridien de l'estomac. Et comme elle lui explique qu'elle a mal dans l'estomac, qu'il est un petit peu à court d'idées, il se dit écoutez, allez-y, faites ça. Et donc Mary commence à stimuler le début de l'entrée du méridien de l'estomac. Au bout de 2 minutes, elle se lève et lui dit « Docteur, c'est terminé ». Il dit « Quoi, vous n'avez plus mal au ventre ?» Elle dit « Non, mais c'est terminé, j'ai plus peur de l'eau ». Et elle part en courant vers la piscine, quoi. Donc vous imaginez la tête du thérapeute qui galère à la faire respirer, à la détendre, et, depuis 1 an et demi. Et il la voit tracer. Alors, il court derrière, du coup, parce que... Et elle se dit, non, je ne vais pas plonger, je sais que je ne sais pas nager. Et en fait, elle se mouille le visage, elle arrive même à rentrer dans la piscine, et il se dit, j'ai raté, soit il y a un truc bizarre qui se passe, soit j'ai raté un épisode. Le soir, Mary prend sa voiture, va à l'océan, et elle rentre dans l'océan jusqu'à mi-cuisse. C'était vraiment incroyable. Le lendemain, elle l'appelle pour lui dire, et lui, il se dit... Il y a vraiment quelque chose. Donc là, il commence à faire des recherches et il va se servir des travaux de George Goodhart, qui est en fait un chiropracteur qui, en 1964, a découvert un peu par hasard le test musculaire. Et ce test musculaire, qu'on va voir tout à l'heure, parce que ça illustre bien ce qui se passe, et vous allez comprendre pourquoi on parle de psychologie énergétique, il utilise les travaux de Callahan, utilise les travaux de Goodhart, et il s'aperçoit que, en fonction des symptômes que présentent les patients, eh bien, il y a tel ou tel méridien qui est déprimé. Donc, il utilise ce fameux test musculaire et il cartographie les symptômes auxquels il associe tel méridien et ne fonctionne pas bien. Et donc, de là, il déduit ce qu'il a appelé des algorithmes, c'est-à-dire un enchaînement de stimulation de méridiens en fonction du symptôme.
Alors, c'est un peu complexe, c'est un peu long à apprendre tout ça. C'est l'objet de ces travaux. Par exemple, si la personne a vécu un trauma, on va stimuler le point ici, puis le point ici, puis le point sous le bras, puis le point là. Dans cet ordre-là, et uniquement dans cet ordre selon son enseignement. Et puis, il a tellement de succès, c'est tellement surprenant, nouveau, ça change un peu les paradigmes, que ça commence à se diffuser. Et une personne du nom de Gary Craig, qui est quelqu'un passionné par le développement personnel, qui est un ancien ingénieur formé à Stanford, entend parler de cette technique, lui passe un coup de fil, lui dit « Dis donc, Callahan, c'est vrai que tu fais passer des phobies comme ça en 10 minutes ?» Il dit « Oui, oui, on peut se former, oui, oui, absolument. » Donc, il suit la formation de Callahan. Et comme il a un esprit d'ingénieur et qu'il a un esprit critique, il remet un petit peu en cause les fondamentaux, à savoir pourquoi est-ce qu'on complique autant les choses. Après tout, il y a 14 méridiens qui nous intéressent. Pourquoi on ne va pas stimuler tout simplement les points d'entrée et de sortie des méridiens plutôt que de mettre en place tous ces algorithmes? Lui, il raisonne basiquement, il se dit qui peut le plus, peut le moins. Puis après tout, si ma télé tombe en panne et que je n'ai pas l'appareillage qu'il faut pour détecter où se trouve le bug, à la limite, si j'ai dans ma voiture tous les composants, je change les composants les uns après les autres, puis après j'appuie sur le bouton et ça marche, et finalement, c'est ce que je voulais. Donc il a cette réflexion qui est vraiment rat-de-terre et qui peut faire hurler légitimement certains spécialistes ou scientifiques qui ont besoin d'avoir des démarches un peu plus cadrées. Et donc il pratique ça chez lui, dans son cabinet, avec ses clients, et il s'aperçoit que ça fonctionne super bien. Alors tout ce qu'il a, lui, amené, il l'a simplement pris à cette technique qu'il a simplifiée. Et donc, il a donné un nom, EFT, et c'est ça dont on va parler ce soir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite aparté sur l'énergétique. En 1924, Wilhelm Einthoven a eu le prix Nobel pour avoir découvert que chaque cellule du corps humain émettait un rayonnement électromagnétique, et que ce rayonnement électromagnétique a la forme d'une tore, c'est-à-dire ça part du centre de la cellule, et dans les 3 dimensions, ça se diffuse comme ça. Et donc que chaque organe humain émet ce rayonnement. Et notre cœur émet ce rayonnement, ça se mesure avec un appareil qui s'appelle un magnétomètre, jusqu'à 4,50 m. Donc là, on est, je ne sais pas combien, au moins 70, on est tous en train de s'influencer les uns les autres. Et je vais vous montrer à quel point on s'influence. Et pour les thérapeutes, et je sais qu'il y en a qui sont en formation, vous allez voir une chose qui est vraiment étonnante, c'est à quel point il est important d'être centré, à quel point l'intention est vraiment importante avec nos patients. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous dire « Oh là là, encore celui-là là, qui vient me boire », vous allez voir ce que ça fait, déjà d'entrée de jeu. C'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, il me faudrait un ou une volontaire, quelqu'un qui ne connaît pas le test musculaire. C'est ton cas? Ok, on y va. On va le faire sur plusieurs personnes. Donc, les volontaires suivants vont s'y mettre. Alors, est-ce que tu peux tendre le bras? Enfin, vous. Est-ce que vous pouvez tendre le bras? Comme ça. Est-ce que vous avez un problème à l'épaule? Je peux remonter plus. D'accord, mais est-ce que vous avez mal à l'épaule? Non? Si j'appuie dessus, est-ce que je risque de vous faire mal? Non? Ok. Alors, de toute façon, si ça fait mal, vous me le dites. Hein. Alors, vous allez résister. Allez-y. Plus. Plus. Levez ma main. Ok. Ça va là, l'épaule? Ok. Alors, le but, c'est pas de faire un bras de fer. Moi, je ne vais pas vous écraser la main dans le plancher et vous ne me la mettez pas au plafond. Simplement, on se règle sur ce tonus musculaire qu'on vient de mettre. Ok? Et là, on va faire 2 choses. Vous allez me dire une vérité, et puis après, vous allez me dire un truc faux. Donc, une vérité, par exemple, que votre inconscient a bien intégré, c'est votre prénom. C'est quoi votre prénom? Grégoire. Ok, alors vous me dites, je m'appelle Grégoire. Je m'appelle Grégoire. Résistez. Ok. Donc là, vous sentez que vous mettez de la force, on sent qu'il y a du tonus. Je n'essaye pas non plus de faire un bras de fer. Maintenant, vous allez me dire quelque chose qui est complètement faux. Je m'appelle Sylvie. Je m'appelle Sylvie. Résistez. Est-ce que vous sentez la différence?
Ok. On va dire, vous allez me dire, je suis un garçon. Je suis un garçon. Résistez. Je suis une fille. Je suis une fille. Résistez. En fait, il n'y a plus de force du tout, là. Alors, vous allez vous mettre debout. Et on va regarder ce que ça fait avec d'autres façons de faire. Déjà, il y a un méridien qui prend sa naissance ici, là, et qui remonte jusqu'ici. Alors, mettez votre bras comme ça. Allez-y, résistez. Ok. Vous allez résister, mais moi, je fais juste un truc bizarre. Ça. C'est pas méchant, hein. Résistez. Ok. Maintenant, regardez, je remonte le méridien. En fait, je remonte le niveau d'énergie du méridien. Résistez. Ok, il y a beaucoup plus de force, là. Alors, nous, en EFT, on travaille avec les méridiens. Mais il y en a qui utilisent des techniques énergétiques, qui utilisent les chakras. Donc, on va faire un truc. On va faire ça. Résistez. À fond. OK. Et maintenant, on va faire comme ça, dans l'autre sens. Résistez. Qu'est-ce que vous sentez comme différence? Là, j'ai plus de force. Vous mettez plus de force. Alors, là où ça devient marrant, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps dans une école à Vénissieux. Un lycée, Vénissieux, c'est dans la banlieue lyonnaise, c'est un quartier un petit peu chaud. Et dans un lycée professionnel, on se retrouve avec 70 élèves qui ne mâchaient pas leurs mots. Et je leur ai appris ça, ça a capté tout de suite l'attention pour monter ou descendre l'énergie d'une personne. Vous allez faire une chose, c'est que vous allez tous là, je vais faire d'abord le test du bras. Résistez. Ok, donc là il a de la force. Lâchez le bras pour ne pas trop vous fatiguer. Vous allez le regarder en fait de la bouche jusqu'en bas des pieds. Et puis vous allez ressortir. Vous ne faites pas je monte, je descends, parce que sinon ça annule ce que vous venez de faire. Vous descendez son méridien avec vos yeux à vous. Allez-y, tendez votre bras, résistez à fond. Ok, donc là, vous voyez qu'il résiste à fond, mais le corps, il fait ça. Hein. Et maintenant, vous allez faire l'inverse. Vous allez tous le regarder depuis le bas des pieds, puis vous remontez jusqu'au niveau de la bouche et vous sortez. Allez-y, résistez. Résistez à fond, comme tout à l'heure. Voilà. Là, il résiste vraiment avec beaucoup plus de force. J'appuie peut-être 3 fois plus fort. Donc là, vous voyez qu'avec votre regard, vous avez une action sur son méridien. Vous pouvez descendre et remonter. Et si vous regardez des gens qui pratiquent les arts martiaux, qu'est-ce qu'ils font quoi, quand ils se saluent? Quand ils se saluent, ils regardent l'autre et ils lui baissent son niveau énergétique. En fait, les points avec lesquels on travaille, certains des points avec lesquels on travaille en énergétique, en thérapie énergétique, les professionnels des arts martiaux les utilisent dans le combat. Et c'est vraiment ahurissant de voir ce qu'ils sont capables de faire juste en utilisant les points. Parce que dans le combat, on peut rabaisser aussi les énergies très facilement. Ce n'est pas très connu, ça reste plutôt au Japon, mais il faut savoir que ça existe. Alors maintenant, tout à l'heure, je vous parlais de ce qui se passe quand vous avez un patient et que vous dites « encore celui-là, là ». Alors, on va faire un truc, ça va être très cool. Hein. On ne va pas penser des choses négatives, mais on va penser des choses neutres, genre simplement dire « bof, je n'ai pas envie de le connaître ». Alors, moi, il me faut un peu de temps avant d'arriver à penser du négatif, mais je vais essayer de le faire en même temps. Vous faites-le aussi, pensez à celui-là, là, je ne veux pas le connaître. Celui-là, pas ceux-là, parce que moi, je n'ai pas envie de m'affaiblir. Ok, tendez votre bras. Résistez à fond. Ça, on fait comme tout à l'heure. Et maintenant, vous allez dire, s'il a vraiment l'air sympa, et j'aimerais bien le connaître, celui-là, quand même. Tendez votre bras. Résistez. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'impact qu'on peut avoir. Alors, ça serait bien de le faire avec une femme, parce qu'il y a moins de force chez une femme, et des fois, c'est encore plus étonnant. De préférence, quelqu'un de sceptique. Merci beaucoup. Ok, vous êtes sceptique? De 0 à 10, vous êtes sceptique à combien? Ouais.
5? Ok. Venez. Alors, mettez-vous face à l'assistance. Tendez votre bras. Vous n'avez pas de problème aux épaules? Non. Ok. Donc, même principe, hein, on ne fait pas un bras de fer. Juste, on appuie. Allez-y, moi j'appuie et vous résistez. Ok, ça va ça? Donc, l'idée, c'est de remettre, vous comme moi, la même force. Votre prénom, c'est? Mélina. Je m'appelle Mélina. Allez-y. Dites-le à voix haute. Ah, pardon. Je m'appelle Mélina. Ok, résistez. Très bien. Maintenant, vous allez dire je m'appelle Jean-Paul. Je m'appelle Jean-Paul. Résistez. Donc là, c'est vraiment encore plus net. Je suis une fille. Je suis une fille. Résistez. Ok, je suis un garçon. Je suis un garçon. Alors, ce qui serait bien, ça serait... En fait, non, je vais vous le dire. Ce que je fais en séminaire, des fois, parce que quand il y a beaucoup de sceptiques, c'est je marque des questions sur une feuille, je les donne à quelqu'un d'autre, et ensuite je pose les questions dans ma tête sans les dire, les mêmes questions à différentes personnes. Donc, généralement, je prends une femme blonde, une femme brune, un homme brun, un homme blond. Et je pose les questions dans cet ordre-là. Et à chaque fois, on voit des différences de réponses. Et après, on communique les bonnes réponses. Et en fait, on tombe toujours sur ce qui est, quoi. Donc ce test musculaire, en fait, il est vraiment utilisé. Et alors, l'intérêt, vous me direz, mais ouais, d'accord, c'est marrant, mais à quoi ça sert? Ça sert qu'on va mettre en évidence les points de blocage. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir en thérapie et qui vous dit, bah, écoutez, je ne comprends pas, j'ai des douleurs, ça fait 10 ans que j'ai ces douleurs-là, et en fait, ça me suit, j'ai vu tous les médecins du monde, j'ai vu tous les thérapeutes du monde, et il ne se passe rien, je garde ma douleur. Ok, on va lui faire la même chose. Son vrai prénom, un faux prénom, son âge éventuellement, un autre âge, et puis ensuite on va lui poser les questions qui nous intéressent. C'est « j'ai envie de me libérer de ma douleur ». Et là, pouf, le bras lâche. J'ai besoin de ma douleur, le bras tient. Et en faisant ça, eh bien, on va arriver à être capable de cibler ce sur quoi on doit travailler. Alors pour les hypnothérapeutes, c'est l'équivalent du signaling, sauf que c'est direct. Il n'y a pas besoin de faire de transe, c'est instantané. Et donc des questions, on peut les poser en rafale. Et on peut les poser sans que la personne le sache non plus. Une fois, dans un séminaire, il y avait un monsieur, mais vraiment une bête, quoi. Le gars, il était large comme ça, des bras énormes, et il se porte volontaire. Et il se porte volontaire parce qu'il était super sceptique. Et donc, c'était étonnant. Ça arrive sur différentes personnes comme ça, mais il résiste. Alors, je ne pouvais pas lui bouger le bras d'un iota. Et quand c'était faux, ça lâchait, mais vraiment fort. Et généralement, je le fais avec le prénom, et puis ensuite avec l'âge. Puis il y a certaines personnes, j'ai arrêté l'âge, parce qu'il y a certaines personnes, ça les active trop fort, ils ne veulent pas dire leur âge. Ok. Et là, il me dit, je ne vous répondrai pas. Je dis, ok, très bien. Et je le fais à sa place. J'ai plus de 50 ans, ça tient, j'ai moins de 50 ans, ça lâche. Et après, on a fait 51, ça lâche, 52, ça lâche, 53, ça tient, 54, ça lâche. Alors là, il me dit, là, il était vraiment complètement scotché. Donc cet outil, en fait, illustre l'énergie qui circule, l'énergie au niveau visuel, l'énergie de nos pensées. Donc ayez ça à l'esprit quand vous êtes avec un patient. C'est-à-dire que la première phase qui est de se centrer, d'être dans la présence, de créer la bulle, la bienveillance, ça c'est vraiment absolument indispensable. Ok, merci. Alors, ce test musculaire, on va pouvoir l'utiliser aussi pour les problématiques telles que j'ai envie de fumer. Non, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ok, j'ai envie d'arrêter de fumer. Tendez votre bras, le bras lâche, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, le bras tient. Et donc, en faisant des questions finalement dont la réponse est oui, non, on va arriver à travailler sur tous les bénéfices secondaires qui font que la personne, finalement, eh bien, elle reste avec son problème depuis tant d'années. Et ça vous permet d'être super efficace, super performant et de trouver vraiment l'origine du trauma. Un autre exemple, un monsieur va me voir, il est président de la filiale française d'une très grosse société américaine.
Et il me dit, je viens vous voir, je suis vraiment embêté parce que je viens d'être nommé président. Bah, je dis, c'est plutôt cool. Et il me dit, non, non, pas pour moi. J'ai toujours résisté, je ne voulais pas cette promotion parce qu'en fait, je suis obligé d'animer des réunions et on fait ça quasiment tous les jours. Je dois les animer en vidéoconférence ou je dois faire un compte-rendu avec les actionnaires très régulièrement. Et il me dit, pour moi, c'est panique à bord. Toute ma carrière, toute ma vie, j'ai refusé ce poste. Et je lui dis, bah alors pourquoi vous l'avez pris? Bah parce que là, j'avais plus le choix, sinon j'étais viré. Il n'y avait pas la place pour deux, en fait. Donc, il me dit que comme j'ai été muté un peu partout dans le monde, j'ai été voir tous les gens qui pouvaient m'aider. D'abord, j'ai fait le circuit classique, psy, médecin, j'ai essayé de prendre des bêta-bloquants, mais j'ai une voix là, dès que je suis en public, mais il y a 3-4 personnes, je les connais bien en plus, c'est presque des amis, quoi. Eh bien, je me mets à avoir une toute petite voix chevrotante, c'est vraiment infernal. Ok, alors vous avez fait quoi? On a passé un bon moment pour parler de son cas. Et il me dit, ben, au Brésil, j'étais voir des guérisseurs, des chamans. Il me dit, j'ai fait d'hypnose. Aux Philippines, je suis allé voir les médecins brésiliens, ceux qui opèrent à main nue. Et puis, il m'en cite comme ça plein. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'il avait fait précisément. Et en fait, dans l'entretien qu'on a ensemble, je m'aperçois qu'il n'a jamais travaillé sur son enfance. Alors, je lui dis, on va faire un truc un peu bizarre. Hein. On y va avec son prénom, son nom, un vrai prénom, un faux prénom, son âge, un faux âge. Donc, il intègre bien ça. Et en fait, je pose simplement la question que si le fait de ne pas pouvoir parler en public était en lien avec un trauma. Et en fait, ça dit oui. Quand je dis ça dit oui, c'est l'inconscient qui répond là. Hein. Si l'inconscient et le conscient sont en phase, c'est fort. Si c'est faible, c'est qu'il y a un défaut quelque part. Et donc, ça nous permet d'aller vraiment, de retrouver l'origine d'un trauma qui est en lien avec son père. Et donc, quand je commence à lui poser, mais c'était comment chez vous, dans votre famille, ben, j'étais l'aîné de 11 enfants. Enfin, ils étaient 11 dans la fratrie, c'était l'aîné. Il y en avait 10 derrière lui. Son père était mineur et en fait, il est vénézuélien. Au Venezuela, les gens sont payés le vendredi soir de chaque semaine. Donc son père prenait sa paye, allait boire avec ses copains, et quand il rentrait le samedi et éventuellement le dimanche, eh bien, il tapait et sur sa mère, et sur lui, et sur les autres. Et comme il était l'aîné, il s'est toujours interposé, et il en a pris dans la figure. Voilà. On a retrouvé un des traumas qui était le pire. Il m'a dit, mais tout était pire. C'était, OK, je lui ai dit, ben, imaginez-en un, prenez-en un. Et là, on a commencé à faire une séance de FT. Et alors, il est venu à la deuxième séance, il avait un sourire jusqu'à là, et il me dit, mais bon, je suis venu pour vous voir, quoi, pour discuter de ça, et c'est juste incroyable. Après le séminaire qui, habituellement, pour moi, je transpire à grosses gouttes, il me dit, les gars m'ont rappelé en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous vous rendez pas compte, j'ai même fait de l'humour. OK. Donc, alors, comment ça se passe concrètement, une séance de FT? La première chose, la plus importante, en EFT, mais aussi dans d'autres thérapies, c'est d'identifier ce qui est à l'origine du problème. Donc, on va passer du temps, et là, avec mon exemple, j'ai bien passé une demi-heure avant de savoir ce qu'il avait déjà fait, parce que je suppose qu'il n'avait pas été voir les plus mauvais. Donc, il avait dû travailler avec des gens qui sont des super pros de leur spécialité, mais sans trouver le bon angle, en fait, la source du problème. Donc, pour trouver ça, on va, ce qu'on appelle, cibler la problématique de la personne. Je vous donne un autre exemple. Vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit, eh bien, moi, mon problème, c'est le manque de confiance en moi. Si vous commencez à faire une séance de FT sur le manque de confiance en lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc, on a besoin, en fait, d'avoir un exemple. Donc, la deuxième question, ça sera, OK, vous manquez de confiance en vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer, me donner un exemple de quand vous manquez de confiance en vous? Eh bien, oui, par exemple, la semaine dernière, on était en réunion et tout d'un coup, on m'a posé une question, il a fallu que je fasse une intervention devant 15 personnes, et là, pouf, c'est monté direct. OK. Quand vous pensez à ça, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Donc, on va lui demander les sensations physiques.
où est-ce que ça se place dans le corps. Ensuite, on va lui demander quelle est l'émotion que vous ressentez là, ici, maintenant, quand vous repensez à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on va avoir une émotion. On va lui demander une intensité émotionnelle qu'on va catégoriser de 0 à 10. 0, ce n'est pas d'émotion négative, 10, c'est le maximum qu'on puisse imaginer. Donc ça nous fait encore un élément supplémentaire. Quand on lui demande de repenser à la scène qu'il vient de vivre, généralement il a une image. Et on va lui demander qu'est-ce que vous vous dites de négatif sur vous-même. On va aller chercher la croyance négative, la cognition négative. Et si on lui demande à ce moment-là, donc là la personne généralement elle est très activée émotionnellement, si on lui demande de laisser partir cette image-là et de se rester centré sur ses sensations physiques, sur ce qu'il est en train de se dire de négatif sur lui-même, par exemple j'y arriverai pas, ou je suis trop nul, ou je suis pas à la hauteur, des choses comme ça, et qu'on lui demande quand est-ce qu'il a ressenti ça et qu'il a pensé ça pour la première fois, souvent on le ramène dans le passé. On fait une sorte de régression quasi spontanée. Et ça va être une vraie cible. On va redéfinir à nouveau cette cible-là et on va travailler là-dessus. Alors, comment ça se passe? Ça va jusqu'à présent ou Ok. Alors, comment ça se passe? En fait, la première chose qu'on va faire, une fois qu'on a identifié notre cible, c'est de se focaliser dessus. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'émotion. Si la personne qui est en face de nous ne ressent pas d'émotion et désactivée, on va faire tout ce qu'on veut, on va faire des stimulations sur les méridiens, il ne va pas se passer grand-chose. D'ailleurs, il ne va se passer rien du tout, autant tapoter sur les murs. Hein. Mais si la personne est activée et centrée là-dessus, là, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va lui demander de faire une phrase, qui est une phrase d'acceptation, en fait d'auto-acceptation. Alors, il y a souvent des confusions parce qu'on dit, oui, mais on va parler de mon problème et on va dire, même si j'ai tel problème, je m'accepte comme je suis. Alors là, déjà, vous avez des personnes qui vont dire, non, non, mais attendez, moi, je ne m'accepte pas avec ce problème. L'idée, elle n'est pas d'accepter le problème. L'idée, elle est de s'accepter en tant que personne. Il y a un psychiatre français qui s'appelle Christophe André et qui dit, on ne peut pas partir d'un endroit où on n'est pas encore arrivé. Ben, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est, OK, actuellement dans ma vie, mon corps a tel type de symptômes, mais je ne suis pas que mon corps. Donc, je m'accepte moi en tant qu'être, en tant que personne. Donc, on va faire cette phrase rituelle. Alors, on peut même dire « je m'aime et je m'accepte complètement ». Ça, c'est encore plus difficile. Si vous avez un routier qui débarque et que vous lui dites « même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement », il va vous regarder bizarrement. Donc, le « je m'aime », on peut l'utiliser. Alors, on peut l'utiliser à dessein, on peut le faire pour activer la personne. Mais vous pouvez dire « je m'accepte comme je suis ». Ça fonctionne déjà bien. Et on va stimuler une partie qu'on appelle le point karaté. En réalité, il est juste là au centre, mais on va le stimuler avec 4 doigts, comme ça. Alors, apprenez-les points parce que vous allez voir que c'est utile, notamment quand on fait des démos, parce qu'on ne sait jamais trop ce qui se passe dans les démos. Des fois, on demande à un volontaire qui arrive avec un petit truc, et puis 10 minutes après, on se retrouve avec un énorme problème qui est posé sur la table. Si le problème fait écho chez vous, en vertu de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre cœur rayonne, donc tout va se mettre à rayonner, et dans la salle, on a des fois ce qu'on appelle l'effet popcorn. La personne, elle se met en vrac, et puis là, c'est boum, 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 boum. Donc c'est super cool à gérer, quoi. Il y a quelques années, Kevin me dit tiens, au fait, j'étais venu un peu par hasard. Il me dit mais tu voudrais pas, ce soir on a un cabinet public, tu voudrais pas intervenir? Je dis oui, sans problème. Et puis je me retrouve le soir, là, il y avait plein de monde. Et ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il avait dit si vous avez des gros problèmes, vous les gardez pour Jean-Michel, parce qu'à midi, je lui ai demandé sur quel type de symptômes il voulait travailler, et il m'a répondu ce qu'il y a de pire. Donc le pire, vous lui gardez pour lui. Ok, je me dis, bon, ça va falloir assurer. Et je me rappelle, il y avait une femme qui était à peu près à ta place, François, et elle lève la main, je dis, qui a mal? Est-ce que quelqu'un ressent des douleurs physiques? Et là, il y a 10 personnes, 20 personnes qui lèvent la main. Vous y étiez? Oui. D'accord. Donc vous pourrez dire si... Ça a été chaud pour moi ce soir-là.
Donc, Kevin était au fond de la salle, là, et il me fait un signe à cette dame. Alors, la dame, elle lève la main, je dis oui, madame. Et donc, elle nous explique qu'elle a une fibromyalgie. Donc, la première question avec les douleurs, c'est est-ce que vous avez vu un médecin? Ça, c'est vraiment super important. N'allez pas travailler, et notamment en hypnose, avec quelqu'un pour lui enlever sa douleur s'il n'y a pas eu un avis médical avant. Donc là, elle nous explique que oui, ça s'est passé il y a 3 ans et demi. La fibromyalgie a été diagnostiquée il y a 3 ans et demi, qu'elle a pris des antalgiques qui ne lui font rien, qu'on lui a conseillé, on lui a prescrit des antidépresseurs parce qu'elle était dans un état de déprime, parce qu'elle ne pouvait pas supporter sa douleur, qu'elle ne les prend plus, enfin bref, voilà, on check ça. Et elle dit, cerise sur le gâteau, là, depuis 2 mois et demi, eh ben, j'ai les mains qui tremblent. Et effectivement, elle tremble comme ça. Alors, elle vient ici, elle s'assoit, et je dis, grand moment de solitude. D'autant plus que là, vous êtes prévenus que c'est un cabinet public EFT. Là, les gens, ça s'est fait au pied levé. Ils n'étaient pas prévenus, ils venaient pour de l'hypnose. Donc, l'EFT, c'était encore moins connu que maintenant, mais là, je voyais bien que 80% de la salle n'en avait rien à faire, que je leur explique qu'il faut se stimuler des méridiens, quoi. Ils voulaient voir des démos d'hypnose. Bon, je suis vite passé en fait aux exercices concrets. Alors, elle arrive et puis on commence à stimuler cette partie de sa main en disant « Même si j'ai la main gauche qui tremble, je m'accepte tel que je suis ». Et puis, on commence à stimuler les points. Alors, il y a un premier point qui se trouve tout en haut de la tête, là. Un second au niveau du début des sourcils. Un troisième qui se trouve au coin de l'œil. Un quatrième qui est sous l'œil. Puis sous le nez, sous la base, sous la lèvre inférieure, ensuite sous les clavicules. Je vous le fais vite, on le fera tout à l'heure, on va faire un petit exercice ensemble. Sous le bras. Il y a un point facultatif qui se trouve sous les pectoraux pour les messieurs et sous les baleines du soutien-gorge pour les dames. Ensuite, vous avez un point qui se trouve à la base de l'ongle du pouce, côté extérieur. Puis vous avez un autre point qui se trouve à la base de l'index, toujours au même endroit, à la base de l'ongle de l'index, puis le majeur. Celui-là, le méridien, il est de l'autre côté. Alors généralement, plutôt que de le stimuler de l'autre côté, ça complique trop les choses, on leur dit vous le sautez, le petit doigt. Et puis ensuite, il y a un autre point qui se trouve, en fait c'est le prolongement de ce méridien, là, qui se trouve dans l'espèce de petite rigole qu'on a entre l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Donc là, vous avez les fameux 14 points dont je vous parlais tout à l'heure. On fait ça une fois, et elle me regarde, et, je ne sais pas, elle a dû me dire un truc du genre « mais ça ne marche pas votre truc », parce qu'effectivement, elle tremblait toujours autant. Donc là, j'avais dû dire, techniquement, on appelle ça un grand moment de solitude. Parce qu'effectivement, il me regardait en se demandant « mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça arrive souvent quand on travaille sur la douleur et qu'on cible simplement la douleur. Alors des fois c'est surprenant, mais la douleur peut partir. Mais souvent il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Donc il faut remonter les niveaux. Si vous avez les niveaux logiques, ça ressemble un petit peu à ça. En dessus du symptôme, on va retrouver l'émotion. Puis en dessus de l'émotion, on va retrouver le raisonnement, la pensée, le souvenir. Et puis encore en dessus de ça, on va retrouver les croyances. Et donc je dis ok. Alors il y en avait déjà qui commençaient à rigoler dans la salle. J'ai dit, ok, ça a commencé quand? Il y a 3 ans et demi. D'accord. Et il y a 3 ans et demi, c'est passé quoi dans votre vie? Il ne s'est rien passé. D'accord. Alors, je vous la reformule. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Il ne s'est rien passé. Ok. 3e essai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien... Ah si. Elle dit, ah si, j'ai fait une fausse couche. Ah, je dis, ah oui, c'est rien, effectivement. Donc là, il y a 50 personnes qui voulaient déjà me tuer. C'est un peu de la provoque parce que, comme elle était coupée de ça, l'idée c'était de l'activer émotionnellement. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on recherche en fait. On a besoin de cette émotion. Et à partir du moment où il était activé, là on a fait, même si... Donc j'ai repris ces mots, exactement ces mots à elle, même si j'ai fait une fausse couche il y a 3 ans et demi, je m'accepte comme je suis. Et là, elle n'a pas... Visiblement, il n'y avait pas beaucoup d'émotions. Donc j'ai changé un peu la phrase, et j'ai dit, même si j'ai perdu mon bébé il y a 3 ans et demi, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et je me pardonne.
Donc j'ai rajouté et je me pardonne. L'idée, c'était aussi de le faire monter, quoi. Et là, elle a commencé à effectivement s'activer. Parce que j'ai fait une fausse couche et j'ai perdu mon bébé, c'est pas la même chose. On le sent. Et en plus, on utilise des sous-modalités, donc au niveau de la voix qui baisse un petit peu, ça devient un peu plus intimiste. Et là, l'émotion monte. Et la troisième fois, je lui ai fait redire ça. Et donc, même si j'ai perdu mon bébé, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je me pardonne. Et là, je dis, et je pardonne à ceux et celles qui sont pour quelque chose. Je ne savais pas de quoi je parlais, hein, mais elle a eu une réaction où elle s'est mise à hurler, quoi, en disant, jamais je pardonnerai à ce salopard. Waouh, je me suis dit, tiens, là, ça va être fort. Mais elle était pliante j'étais obligé de lui prendre le front, comme ça. Elle ne pouvait plus le faire, plus se stimuler elle. Donc j'étais obligé de prendre le relais. Et on a fait la séance. Alors, je ne vous raconte pas la séance. C'était super trash. Il y a 10 personnes qui sont sorties. Parmi les 10, il y avait des thérapeutes en formation. C'était vraiment... chaud. Alors, moi, je la stimulais et je regardais la salle. Je dis, alors, on rigole moins maintenant, hein. Et alors, ce qui a été vraiment incroyable, c'est que Kevin m'avait donné 20 minutes. Ça faisait déjà 40 minutes qu'on y était. Donc j'ai dit, voilà, on va faire un break. Vous en êtes à combien de vos douleurs? Alors déjà, ce qui était spectaculaire, c'est qu'elle ne tremblait plus des deux mains, alors qu'on n'était pas du tout en train de travailler sur le symptôme physique. On travaillait sur l'origine du symptôme. On est allé continuer dans la verrière, le cabinet qui est juste à côté. Et on est revenu à la fin, et elle a fait un feedback. Alors, sans rentrer trop dans le détail, enfin, remarquez, elle l'a dit devant, on était une centaine ce soir-là, elle a expliqué qu'elle avait été violée par son beau-frère qui massacrait sa sœur au passage, que ça s'était passé à côté de son neveu autiste, qu'elle n'avait pas pu dire, enfin, un truc pas possible, quoi. Et elle a été derrière désavouée par sa sœur parce qu'elle a eu peur à un moment pour une cousine. Elle savait que la jeune fille allait se retrouver avec le mec pas sympa en question. Et comme elle a eu peur, elle a informé sa sœur de ça. Et sa sœur, à ce moment-là, lui a dit « Tu sais pas, ma pauvre, tu sais pas quoi faire pour emmerder la famille. » Donc il y a eu un viol. Vous imaginez l'importance du trauma. Derrière, un deuxième trauma lié au rejet. Et en fait, elle nous a dit... je suis quelqu'un qui ne se plaint jamais. Quand j'ai une grippe, par exemple, et qu'on me pose la question, je pourrais avoir 40 de fièvre, si on me dit comment ça va, je dis ça va. Et elle dit, je ne peux pas croire que j'ai balancé ça devant 120 personnes. Il y avait des caméras aussi qui tournaient. Donc on a dit, les douleurs, elle ne ressentait rien. Et les tremblements, plus de tremblements. Et donc il y a eu un suivi derrière, elle est revenue en formation. A priori, elle a lâché ce soir-là sa fibromyalgie. Donc c'était vraiment assez spectaculaire, quoi. C'est pas tous les jours comme ça, hein, même si c'est vrai que... on a tendance un peu à médiatiser les cas comme ça, parce que c'est vrai que c'est surprenant. Dans la réalité, dans le quotidien du thérapeute, on est dans un cadre thérapeutique et c'est souvent 5, 6, 10 séances. Sur des cas complexes, sur des troubles de l'attachement, des traumas multiples, ce sera encore plus long parce qu'en fait, certaines personnes sont tellement abîmées, tellement traumatisées qu'on ne peut pas les traiter d'abord le trauma. Il faudra s'assurer que la personne a des ressources. Et donc là, on voit bien la complémentarité avec l'hypnose, parce qu'on va commencer à travailler pour installer des ressources. Et à partir du moment où on aura vérifié que les ressources sont bien installées, tiennent bien, on va commencer à travailler sur les déclencheurs du présent. Hier, on va faire l'inverse de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous ai dit, on identifie un moment présent, et puis on fait une opération qui consiste à aller rechercher ce qui pourrait être à l'origine de ça, le premier coup reçu par la personne. Et donc là, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Trauma complexe, on va s'intéresser d'abord à l'installation des ressources. Ensuite, on travaillera sur les déclencheurs du présent. Et après, en y allant tout en douceur, on ira sur les traumas du passé. Donc ça, c'est parce que cette notion-là n'est pas tellement véhiculée. Le problème, c'est qu'on trouve sur Internet des e-books, des séances de FT, et on se dit, oh, c'est tout facile ce truc, il suffit de stimuler les points les uns après les autres, et puis on voit ce que ça donne. Et c'est vrai qu'en fait c'est simple, et c'est vrai aussi que dans un grand nombre de cas, les personnes se retrouvent avec avoir fait des progrès et à se libérer de plein de soucis. Moi, je reçois des emails
Je me rappelle d'un homme qui m'a dit « J'ai eu toute ma vie un problème de transpiration excessive sur les mains. J'ai vu plein de thérapeutes, et là je tombe sur votre site, j'ai téléchargé l'e-book, j'ai regardé vos vidéos, j'ai fait exactement ça sans savoir ce que je faisais, sans même comprendre ce que j'étais en train de faire, et c'est terminé, mon problème est terminé. » Donc, bon, voilà, ça existe. Mais attention au moment où on travaille sur des traumas complexes. Là, il faut vraiment se faire aider. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Oui. Je ne vois pas très bien, en fait, avec les spots. La question que vous faites les stimuli, il y a un nombre de stimuli avant de passer à la suivante? Oui. Alors, on va rentrer plus dans le détail. Avant de rentrer plus dans le détail, on va faire un exercice, histoire de voir ce que ça fait sur vous, parce que c'est bien beau que je vous raconte tout ça, c'est quand même mieux de le ressentir. L'exercice, il est tout simple. Si vous avez, pour ceux qui font, certains l'ont déjà fait, qui doivent parler ou faire des démonstrations de FT en public, c'est sans risque si vous prévenez les gens de ne pas faire n'importe quoi avec leur tête. Donc l'idée, c'est de tourner la tête en restant dans sa zone de confort. Une fois, il y avait une dame ici, elle me dit « Ah, moi, je ne peux pas, ça ne va pas être possible pour moi de faire l'exercice. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit bah, « Justement, je ne peux pas tourner la tête, je suis complètement bloqué. » Je dis « Ok, bah, vous tournez la tête sans que ça vous fasse mal. Si c'est 2 degrés, ça suffit. Okay, vous allez tourner la tête dans un premier sens, et avec vos yeux qui regardent le plus loin possible derrière. Et là où vous arrêtez, vous mémorisez le trait imaginaire derrière vous. Et puis ensuite, vous faites l'inverse. Vous tournez la tête dans l'autre sens, avec les yeux qui vont au maximum de l'autre côté, et puis vous prenez un deuxième repère. Okay, vous mettez vos jambes, vos pieds par terre. L'idée, c'est de garder exactement la même position dans les 2 cas. Okay, comme ça, on va voir ce qui se passe avant-après. Alors, on y va. Allez-y, tournez. Vous ne forcez pas. Et OK. Alors, maintenant, vous faites ça avec moi. On stimule généralement une dizaine de fois chaque point. Donc, vous allez dire, même si je n'arrive pas à tourner plus ma tête, je m'accepte comme je suis. Ça, c'est le côté secte de l'EFT. Même si je n'arrive pas à tourner plus ma tête, je m'accepte comme je suis. La phrase, on la répète entre 1 et 3 fois, ça suffit largement. J'arrive pas à tourner plus ma tête. J'ai le cou qui se bloque. On peut varier légèrement les formulations. Hein, Non, là, quand on fait la stimulation, on ne parle que du problème. Donc, j'ai le cou bloqué, sous le nez. J'ai le cou bloqué. On peut le faire d'un côté, ben là, on n'a pas le choix, sous le nez et sous la bouche, mais on peut le faire des 2 côtés en même temps, sous les clavicules. Alors, si on est activé, c'est-à-dire si on ressent, là, effectivement, on ne va pas trop s'activer. Généralement, on ne s'active pas trop quand on fait cet exercice. C'est aussi un peu pour ça qu'on commence par là. J'ai le cou qui se bloque. Pensez à votre cou, pensez à votre repère. J'ai vraiment le cou qui s'est bloqué, sous le bras. J'ai le cou qui s'est bloqué. À la base de l'ongle du pouce, le cou bloqué. C'est pas très grave si vous ne tapez pas très bien ou si vous en ratez un, parce que globalement, comme on les stimule tous, ça a des résultats sur le majeur. Oui. Oui. J'ai le cou qui se bloque. Bon, c'est un peu pénible de répéter toujours la même chose. Hein. L'idée, c'est de rester concentré sur le problème. Vous verrez après dans les démos, quand il y a des motions, c'est beaucoup plus facile. J'ai le cou qui se bloque. Et sur le dos de la main, entre l'annulaire et le petit doigt. OK. Alors, vous remettez exactement dans la même position que tout à l'heure et vous refaites le même exercice. Voilà. Et là, normalement, ce qui se passe, c'est que pour à peu près 80% de la salle, il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire, alors, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe, parce que aux États-Unis, par exemple, l'explication officielle qui est donnée, c'est quoi?
c'est que toutes les émotions négatives proviennent d'un blocage dans le circuit énergétique corporel. C'est le principe de base. C'est ce qui explique, on appelle ça, enfin Gary Craig a appelé ça l'affirmation de découverte. Les émotions négatives proviennent d'un blocage dans le système énergétique corporel. Et donc, il dit, si vous stimulez les méridiens, vous envoyez dans le méridien de l'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on envoie de l'énergie? En fait, on stimule, et il y a ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique, c'est-à-dire que l'impact génère un courant électrique. Et en fait, les points d'acupuncture sont des petits vortex énergétiques. Si on mesure la résistance électrique sur les méridiens, on s'aperçoit qu'elle est plus basse, donc que le courant circule mieux, spécifiquement sur ces points d'acupuncture. Donc, en faisant ça, on envoie de l'énergie. Et c'est un peu comme un petit canal dans lequel on augmente la pression. Et s'il y a un truc qui bloque dedans, eh bien, l'énergie qu'on envoie dans ce canal fait qu'on débloque le méridien, et donc on rétablit le flux énergétique corporel, le flux vital. Les Chinois appellent ça le qi, les Égyptiens l'appellent le ka, les Indiens l'appellent le prana, etc. C'est l'élan de vie, le souffle vital, voilà. Et c'est ça qu'on refait circuler à l'intérieur du corps. Alors, cette explication, elle parle à des personnes qui sont déjà familiarisées avec l'énergétique. En revanche, il y a beaucoup de monde, et y compris en Europe, en France en particulier, qui trouvent que l'explication elle est un peu courte. Et donc, il y a des médecins qui ont fait des recherches, qui ont essayé d'investiguer qu'est-ce qui se passe. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on stimule les points d'acupuncture, on active la branche parasympathique du système nerveux autonome. Alors, c'est la séquence... la séquence théorique, c'est relativement simple à comprendre. En fait, dans notre corps, on n'est pas en train de penser en permanence à faire battre notre cœur, à réguler notre transpiration, notre salive, etc. En réalité, je lisais un livre récemment, Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Je vous le conseille, il est vraiment très très intéressant. Seulement 1% de nos pensées sont conscientes. 99% de l'énergie consommée par le cerveau sert à l'inconscient à piloter la machine, à reconfigurer en permanence notre cerveau. Donc, on a des systèmes qui pilotent la machine et la partie du système nerveux qui se charge de ça s'appelle le système nerveux autonome. Autonome parce qu'on n'a pas besoin d'y penser. Et la mission principale du système nerveux autonome, en fait, c'est de maintenir l'équilibre à l'intérieur du corps. Mais comme l'environnement dans lequel on est tout sauf en équilibre, c'est même plutôt chaotique, eh bien, notre système nerveux autonome va répondre à ce qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est relativement simple. Il y a deux branches, il y a un accélérateur et un frein. Donc l'accélérateur, on l'appelle le système sympathique, et le frein, on l'appelle le système parasympathique, ou système vagal. Vagal, pourquoi? Parce qu'en fait, les premiers anatomistes qui ont découvert un nerf qui a le territoire le plus étendu dans le corps, qu'on appelle le nerf vague. Et ils ne sont pas trop embêtés parce que, comme ils ne savaient pas trop où il allait, ben, ils se sont dit « Ah, c'est vague ce truc, tiens, si on l'appelait le nerf vague ». Et en fait, le nerf vague, c'est le frein du système nerveux autonome. C'est ce nerf vague qui va nous permettre de réagir calmement à des situations qui peuvent être potentiellement agressives. Le problème, c'est qu'on ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginaire. Et c'est ça qui va nous embêter. Alors imaginez les gens qui sont dans les anticipations anxieuses. Le système nerveux autonome, qu'est-ce qu'il fait? Il va percevoir une menace, donc il va préparer notre corps à réagir à la menace. Donc l'accélérateur va être enclenché à fond, le cœur va se mettre à battre plus vite, les bronches vont se dilater, le rythme respiratoire s'accélère, la transpiration augmente, enfin tout un tas de réactions physiologiques. Pourquoi? Pour préparer le corps à la fuite ou au combat. Imaginez que vous êtes en Afrique,
vous avez attrapé un virus. Vous êtes sous votre tente, vous crevez de chaud, enfin la température est extrêmement élevée, mais vous grelottez. En fait, à ce moment-là, vous n'avez plus aucune énergie, vous vous sentez complètement affaibli. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de booster votre système immunitaire. Donc toute votre énergie, elle est concentrée dans le système immunitaire. Et donc là, vous vous sentez à plat. Et puis tout d'un coup, il y a un lion qui arrive, qui tourne autour de la tente, et puis qui commence un peu à rugir. Et là, le virus qui est en train qui vous a contaminé, ce n'est pas lui qui va vous tuer, c'est potentiellement le lion. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre système nerveux autonome, il va vous préparer à fuir. Et là, vous allez avoir de l'énergie tout de suite. Et il va se passer un ensemble de réactions qui fait que dans les muscles périphériques, et notamment dans les jambes, vous allez avoir du sang qui va être pulsé. Et le sang, s'il est pulsé dans les jambes, eh bien, on est bien obligé de le prendre quelque part. Alors, on le prend là où il est moins utile. Donc, par exemple, dans pas mal d'organes, et notamment le cerveau peut, à ce moment-là, sous stress élevé, se vider de son sang jusqu'à 70%. Donc vous imaginez, vous allez avoir, pour les thérapeutes, au moment de l'été, à l'approche des examens, des vagues d'étudiants qui viennent et qui vous disent « je suis incapable de réviser quand il suffit que je m'assoie à ma table pour perdre complètement mes moyens ». Il y en a d'autres, c'est le moment de l'examen. Ils ont bossé comme des bêtes, ils arrivent en salle d'examen, c'est le blanc. Ils sont incapables d'écrire ou incapables de parler devant les examinateurs, alors qu'ils ont toutes les infos. Mais les infos, elles sont stockées dans le cortex préfrontal, et là, ça se vide de sang. Donc c'est comme s'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien, c'est comme si on coupait momentanément le contact avec ça. D'où cet effet de stress. Donc ça va être particulièrement utile d'avoir des techniques qui nous permettent d'appuyer sur le frein. Et c'est justement ce qu'on fait quand on stimule la série des points d'acupuncture. On sollicite l'ensemble des méridiens et de fait, retour au calme. Je me rappelle la première fois que j'ai animé une formation, il y avait 2 psychiatres, il y avait des psychologues dans la salle, il y avait tout un tas de gens qui en savaient beaucoup plus que moi sur tout un tas de domaines. Et donc, comme tout le monde, des petits vélos dans la tête qui tournent en disant « là là, ils vont m'écharper, je suis sûr qu'ils vont me poser des questions, j'aurai pas la réponse, ils vont chercher à me piéger ». Enfin voilà, tout le film classique qu'on se fait. Et là, je sentais le stress qui montait, donc en fait, la salive déjà, vous n'avez plus de salive du tout quand vous commencez à être stressé, vous n'arrivez même plus à parler, quoi. Donc j'étais dans la salle d'à côté, avant de rentrer dans l'arène, et puis j'étais en train de me stimuler à fond. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle très bien que sous le nez, on a un point qui active la capacité à se donner en spectacle, qui libère de la honte, de la culpabilité. Et donc je le stimulais, ça me faisait un mal de chien, quoi. Après, quand ça a été réglé, maintenant le point, il est insensible, terminé, désactivé. Et j'ai effectivement plus du tout... Alors, peut-être encore un petit pincement au départ, mais plus du tout le même genre de stress que j'avais avant. C'est moi aussi personnellement, ce qui m'a vraiment convaincu de l'efficacité de l'EFT, c'était de le sentir sur moi en traitant tous mes problèmes, dont celui-là. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule les points et on donne l'ordre à notre système nerveux de retourner au calme. Et ça, c'est ce qui se passe. En fait, les personnes, au jour le jour, vivent leur vie et de temps en temps, elles sont confrontées à ce qu'on appelle des déclencheurs. C'est quoi les déclencheurs? Eh bien, c'est un événement de vie qui va inconsciemment me rappeler quelque chose que j'ai vécu avant et qui a été douloureux pour moi. C'est parce que j'ai vécu quelque chose de douloureux que je réagis comme ça. Si vous avez une personne qui surréagit à une situation là où pour la majorité des gens, oui, c'est peut-être dérangeant, mais voilà, mettons, quelqu'un qui parle, qui chuchote dans la salle, là. Eh bien, il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, lui, il ferait bien de se la fermer, mais voilà, rester calme, alors que d'autres vont péter les plombs carrément et se mettre à hurler en disant, mais quel manque de respect, ou voilà. Mais si la personne, elle surréagit, c'est parce que, en fait, le déclencheur appuie sur une blessure. Si vous prenez un coup sur la jambe, ça vous fait un bleu, et que vous reprenez un deuxième coup au même endroit, ça va faire mal.
Mais si vous en prenez encore un troisième, il y a un moment où même le contact du vêtement sur le bleu va être douloureux. C'est exactement ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller chercher les bleus et on va les retraiter comme ça. Et on va enlever, on va finalement désactiver l'intensité émotionnelle qui est liée au souvenir. Vous avez entendu certainement parler des expériences de Ivan Pavlov avec des chiens. Il nourrissait des chiens, donc au moment où il leur mettait la pâtée devant, les chiens salivaient. Et puis après, il a commencé à associer à la gamelle un bruit composé de plusieurs sons. Et après, juste en faisant sonner les clochettes, eh bien les chiens se mettaient à saliver. Pourquoi? Parce qu'ils avaient associé que clochette égale nourriture. Et même sans la nourriture, ils salivent. Eh bien nous, c'est exactement ce qui se passe. On vit quelque chose qui est douloureux dans notre enfance. Mettons par exemple un père qui est extrêmement autoritaire, violent. Et voilà, on fait comme on peut. Hein. Les enfants ont une résistance et un courage phénoménal. Ils arrivent à supporter ça. Ils se construisent plus ou moins bien avec cette blessure. Et puis, arrivés à l'âge adulte, ils se retrouvent dans une entreprise et leur chef change. Et tout d'un coup, c'est panique à bord, quoi. Ils ne comprennent pas ce qui peut se passer. Eh bien, il suffit que le chef ait une attitude ou un trait de ressemblance avec le père ou la personne qui leur a fait du mal à répétition, ou même ne serait-ce qu'une seule fois dans leur enfance, et ils s'activent de la même manière. En fait, ils réaccèdent à l'émotion qu'ils ont vécue sur le moment, et même si c'est passé dans l'inconscient. Donc c'est ça qui se passe. Et c'est ça notre travail en tant que thérapeute. Il faut aller désamorcer ce qui s'est passé avant. Et vous verrez, ça va beaucoup plus vite finalement. Plutôt que de travailler sur quelque chose que les personnes vous amènent au présent, vous remontez dans le passé. Vous traitez en fait les vraies cibles. Une fois que ça, c'est traité, si vous revenez au présent, fini. Un exemple toujours avec le fait de parler en public. Une fois comme ça, dans un exercice collectif qu'on faisait, là, une personne qui était là devant, elle réagissait exactement comme moi avant. Je la vois faire comme ça. Et je lui dis, madame, vous avez un problème pour parler en public? Et elle me dit, mais comment vous savez ça? Je lui dis, je sais pas, c'est une question. Elle me dit, oui, oui, tout à fait. Elle est prof en fac. Elle est dans le grand amphi 2 fois par semaine. Et elle nous décrit qu'elle a vraiment le ventre qui se tord littéralement, qu'elle a pris des cours pour essayer d'améliorer, prise de parole en public. Elle sait ce qu'il faut faire. Quand on la regarde faire un exposé, elle est brillante. Il n'y a aucun problème. Mais elle, à l'intérieur, elle est complètement en vrac. Je dis, si vous êtes volontaire, elle ne voulait pas, mais je dis, si, vous êtes volontaire. Et donc, elle vient et elle se place le dos à l'assistance. Pourquoi? Elle était déjà activée, le fait, si vous avez du mal, vous n'êtes pas bien en public, si vous vous mettez debout devant 150 personnes, ça active tout de suite. Donc le dos tourné, ça restait supportable. On a besoin de l'émotion, on a besoin que la personne soit activée, mais on n'a pas besoin de la souffrance, on n'a pas besoin de trop la faire monter dans les tours. On va essayer de la garder dans une zone de confort, justement. Et donc, on commence à faire une première ronde en disant, même si je sens 300 yeux dans mon dos, je m'accepte totalement, complètement comme je suis. Et puis, elle commence à se calmer. On voit bien que le système parasympathique fait son rôle, s'active et la personne se calme. OK. À partir de ce moment-là, je lui demande de se retourner. Elle se retourne face à... Alors, retourner tout d'un coup, c'était trop fort. Alors, elle s'est mise juste sur le côté, comme ça, en me regardant moi. Ça l'avait déjà pas mal activé et on retravaille là-dessus. Et tout d'un coup, elle dit « Mon père, quoi votre père ?» Et elle dit « Mais je me rappelle, mon père me tapait dessus et il me disait « Ta gueule !» Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans. Ok, d'accord. Donc en plus de 0 à 6 ans, c'est là où on a toute notre programmation initiale. Ce qui s'est passé dans cette zone, dans cette période, 0-6 ans, on va se le traîner toute sa vie. Et donc, je ne sais pas quel était exactement le déclencheur, mais le simple fait d'être là pour parler devant tout le monde la reconnectait avec ce qu'elle avait vécu.
elle a vécu des coups de ceinture, etc. C'était pas, voilà, c'était pas une petite, un petit soufflet, quoi. Donc, elle a... Alors, vous imaginez là, pour le coup, l'émotion qui se libère. Elle se met à pleurer énormément et on nettoie ce trauma. Ensuite, je lui dis, ben, est-ce que vous pouvez vous tourner? Et là, elle regarde la salle. Et je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez? Elle me dit, ben non, je suis bien là. OK. Je lui donne le micro. Je lui dis, vous pouvez vous présenter, vous dire ce qui s'est passé. Et donc là, pour le coup, elle rentre dans le détail de tout ce qu'elle a vécu, etc. 10 minutes après, je regarde ma montre, je lui dis, bon, mais c'est bon quoi, vous me rendez le micro là? Vraiment, c'est étonnant de voir ça. Mais ça marche vite parce que justement, on remonte sur les traumas du passé.